Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Bonsoir, je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Ce soir, Nadia. Quand je serai grand, je travaillerai le soir. Je tiendrai une discothèque avec de la musique géniale ou un restaurant avec plein de desserts. Et le matin, je dormirai jusqu'à midi. Voilà ce que se disait Nicolas, 12 ans, par cette froide matinée d'octobre, en se rendant à l'arrêt du bus qui, chaque jour, l'emmenait au collège. Loin devant lui, il voyait la silhouette de Nadia qui trottinait vaillamment malgré le lourd sac à dos rempli de livres et de cahiers. Oh, ces filles, toujours prêtes à faire du zèle. Elles cavalent comme si elle était en retard. Nadia! Nadia! Nicolas avait beau s'époumoner, Nadia ne l'entendait pas et continuait son chemin. Le garçon se mit à courir pour rattraper son ami quand tout à coup, une voiture qu'il n'avait pas entendu venir et qui roulait très lentement le dépassa et s'arrêta devant Nadia. Celle-ci, sans lui jeter un regard, mais peut-être ne l'avait-elle pas vu, monta à bord du véhicule qui démarra et disparut. Peu de temps après, le bus, rempli de collégiens mal réveillés, faisait son apparition et emportait Nicolas vers une journée studieuse. Quand la première heure de cours commença, Nadia n'était pas là, et elle resta absente toute la journée. Nicolas se dit que son ami avait peut-être fait l'école buissonnière. Cette voiture blanche qui avait emmené Nadia appartenait peut-être à quelqu'un de sa famille ou un ami de ses parents. En tout cas, c'était un homme qui conduisait. Nicolas l'avait vaguement aperçu. Avec les filles, on ne sait jamais, pensait amèrement Nicolas. Nadia avait parfois des secrets qu'elle ne voulait pas partager, rien que pour le faire enrager, et une fois de plus, elle avait réussi. Nicolas était de très mauvaise humeur. Il était en train de se disputer avec son frère après le dîner quand le téléphone sonna. C'étaient les parents de Nadia, affolés, qui demandaient si Nicolas savait où se trouvait leur fille, qui, à 22 heures, n'était pas encore rentrée. C'est à ce moment-là que Nicolas comprit qu'il était peut-être arrivé quelque chose de grave, de très grave, à son amie Nadia. Ça faisait 3 jours que Nadia Simoni avait disparu. Le seul témoin de son enlèvement était Nicolas Lomet, un de ses camarades de classe, qui avait vu une voiture blanche s'arrêter à l'endroit où Nadia attendait les bus. Le jeune garçon avait remarqué que le conducteur était un homme d'une 30aine d'années, portant une moustache. J'avais bien évidemment fait passer toute la région de Soulincourt au peigne fin, et voilà qu'après des heures et des heures d'angoisse pour la famille de la disparue, on me signalait que l'hélicoptère de la protection civile de Langres venait de remonter le corps d'une jeune fille que 2 randonneurs avaient découvert flottant dans la rivière à 70 km d'ici. Je me rends immédiatement à Saint-Martin-des-Joncs, près de l'endroit où l'on a repêché le corps. C'est un moment vraiment très douloureux que celui de l'identification. Malheureusement, il s'agit bien de Nadia. Bâillonnée, pieds et poings liés, elle a été violée peu de temps avant d'avoir été précipitée vivante dans la rivière. Le médecin légiste remarque que le corps a séjourné dans l'eau entre 15 et 24 heures avant d'être découvert. Cela veut dire que Nadia, avant d'être tuée, est probablement restée de gré ou de force environ 48 heures avec son agresseur, soit dans la région de Soulincourt, où elle a été enlevée, soit dans les environs de Saint-Martin-des-Joncs, où son corps a été retrouvé. Je décide donc de mener simultanément 2 enquêtes, l'une sur le lieu de la découverte du corps de Nadia, l'autre sur celui de sa disparition.
La région de Saint-Martin-des-Joncs, découpée en secteurs, est ratissée minutieusement. Je sais que cette enquête va être difficile, mais j'y mettrai tout mon cœur, toutes mes forces, parce que rien ne me semble plus injuste, plus inhumain, plus cruel que le meurtre d'un enfant. Rien ne me semble plus déchirant que la douleur des parents. Tout au long de ma carrière, j'ai vu des horreurs de toutes sortes, mais jamais je ne pourrai m'habituer au meurtre d'enfants. À Saint-Martin-des-Joncs et ses environs, la population est interrogée. Mes hommes visitent chaque habitation, chaque ferme, chaque commerçant, en montrant une photo de Nadia. C'est ainsi qu'on apprend que la postière de Saint-Martin a vu Nadia téléphoner d'une cabine alors qu'elle était accompagnée d'un homme blond d'une trentaine d'années. On apprend également qu'un marginal a séjourné plusieurs jours à l'Ermitage, situé à l'entrée du village, avant de disparaître justement le jour où l'on a retrouvé le corps de Nadia. À quelques kilomètres de là, mes gendarmes, qui continuent de ratisser la région, découvrent les restes calcinés du sac à dos, des livres et des cahiers de la jeune fille. Dans le même temps, ceux de mes hommes qui enquêtent à Soulincourt, là où a disparu Nadia, reçoivent 4 missions. Tout d'abord, il faudra entendre toutes les personnes que Nadia connaissait bien, ses parents, ses amis, ses voisins, ses professeurs, ses camarades de classe. Ensuite, il faudra rechercher des témoignages parmi la population. Puis, nous devrons entendre, après les avoir répertoriés, toutes les personnes connaissant la région, que ce soit à titre professionnel, comme les représentants, les commerçants, les forains, ou à titre personnel, comme ces personnes qui séjournent dans des résidences secondaires, ou encore par l'intermédiaire d'associations à caractère culturel ou sportif. Enfin, nous devrons enquêter dans les milieux marginaux et auprès de personnes ayant fait l'objet de procédures pour affaires de mœurs. S'il est vrai que la population est peu loquace et que l'on a peu de chances d'obtenir d'elle quelques renseignements, les premières investigations permettent de retenir de nombreux suspects potentiels et nécessitent de multiples vérifications. Du côté des proches de Nadia, cela ne fait aucun doute. La jeune fille était très sérieuse et ne serait jamais montée dans la voiture d'une personne qu'elle ne connaissait pas. De plus, et cela sera confirmé par la lecture de son journal intime, elle n'était pas du tout d'accord avec certaines de ses copines de classe qui avaient envie de faire des fugues. Cependant, lors de l'audition des camarades de classe de Nadia, j'apprends qu'elle s'est rendue au moins une fois au collège à bord d'une voiture blanche conduite par un Hollandais. J'apprends également, toujours par ses camarades de classe, que Marie, sa meilleure amie, a été vue plusieurs fois devant le collège en compagnie d'un Allemand ou d'un Hollandais qui l'aurait accompagnée à bord d'une voiture Renault 5 de couleur orange. Je rencontre la jeune Marie à la sortie du collège. Elle a 13 ans, mais on lui en donnerait 16. Elle a l'air délurée et impertinent des filles qui n'ont peur de rien, et surtout pas des garçons. Marie, est-il vrai que tu te sois fait accompagner plusieurs fois au collège par un jeune Hollandais ou Allemand ? Marie me répond que c'est vrai, qu'il s'agit d'un Hollandais qui s'appelle Michael. Elle l'a rencontré par hasard un jour qu'elle était en retard. Il l'a dépannée, comme on dit, en la conduisant au collège. Par la suite, elle l'a revu, toujours à peu près au même endroit, sur la route, et environ à la même heure. Et à chaque fois, il l'a déposée devant l'école. Oui, il connaissait Nadia. Elle aussi, il l'avait accompagnée en voiture. Une fois. Mais ça n'avait jamais été plus loin. Michael leur avait rendu service quelquefois parce que attendre le bus sous la pluie, c'était pas marrant tous les jours, mais rien de plus, hein. Bonjour, bonsoir, c'était tout. Elle ne l'avait pas revu depuis longtemps, et en tout cas pas depuis la mort de son amie Nadia. Il me faut absolument retrouver ce Hollandais, ce Michael.
Est-ce que ce serait lui, l'assassin de Nadia? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Je fais interroger tous les habitants de Soulincourt où elle a disparu, ainsi que ceux de Saint-Martin-des-Joncs où on a retrouvé son corps à 70 km d'ici. Tout ce que l'on sait, c'est que Nadia et Marie, sa meilleure amie, s'étaient fait accompagner plusieurs fois au collège par un Hollandais nommé Michael, et dont le signalement correspondait à celui du ravisseur, avec tout de même une différence. La voiture du Hollandais était une Renault 5 de couleur orange. Sans pour autant modifier les missions données à chaque équipe, je fais rechercher le Hollandais. Des réquisitions sont adressées au bureau des postes de la région afin de connaître l'identité des étrangers en poste restante ou venus encaisser des postes chèques depuis le début de l'été. Et avec l'aide de la brigade territoriale de Chaumont, on essaie de répertorier tous les étrangers, sans distinction de nationalité, qui vivent dans la région. De nombreux ressortissants allemands et hollandais sont entendus, sans résultat. Et soudain, une lueur d'espoir apparaît le 12 novembre quand j'apprends qu'un certain Michael Janssen, circulant à bord d'une voiture blanche immatriculée à l'étranger, n'a pas été revu depuis la disparition de Nadia. J'apprends également que cet homme fréquentait un certain Hans Peters, surnommé le Hollandais, qui habite Sailly, un petit village proche de Soulincourt. Immédiatement, je me rends à Sailly chez le Hollandais. Celui-ci habite une très jolie petite maison entourée d'un jardin magnifique rempli d'arbustes et de fleurs. Hans Peters est justement en train de soigner ses arbres et il nous regarde tranquillement descendre de l'estafette et venir vers lui. « Bonjour, monsieur. Vous êtes bien monsieur Hans Peters ?»« Oui, qu'est-ce qui se passe ?»« Monsieur, nous recherchons un certain Michael Janssen, que vous connaissez sans doute. » « Bien sûr, Mike est un ami à moi. Qu'est-ce que vous lui voulez ?»« Il circule bien à bord d'une voiture blanche immatriculée à l'étranger. »« Oui, il possède une Volkswagen blanche immatriculée en Hollande, avec laquelle il effectue tous ses déplacements, en effet, oui. »« Monsieur Peters, pouvez-vous nous dire où se trouve votre ami, monsieur Janssen, en ce moment ?» Je suppose qu'il est dans sa famille à Amsterdam, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous le recherchons dans le cadre d'une enquête sur le meurtre d'une enfant de 13 ans. Quoi? Mais, monsieur le commandant, c'est très grave ce que vous me dites là, n'est-ce pas? Mike sera là demain, il est mon ami, mais aussi mon fournisseur, n'est-ce pas? Il doit me livrer du matériel. Oui, je vends les appareils électroménagers, voyez. Monsieur Peters, si monsieur Janssen se présente chez vous demain, veuillez lui demander de se mettre immédiatement en contact avec moi, qu'il m'appelle à ce numéro. Tenez, merci. Au revoir, monsieur Peters. Hans Peters reste figé sur place. 1001 questions se bousculent dans sa tête sur laquelle, par-dessus le marché, il semble avoir reçu un grand coup de massue. Le lendemain matin à 9h, j'ai la surprise de recevoir la visite d'un grand gaillard blond aux moustaches de viking. C'est Mike Janssen qui, à première vue, n'a rien d'un assassin. « Je suis venu tout de suite, commandant. Je ne comprends pas ce qu'on me reproche. Je suis en règle. Voici mes papiers. Vous pouvez aussi fouiller ma voiture si vous voulez, commandant. » Monsieur Janssen, connaissez-vous Nadia Simoni? Non, je connais pas. Monsieur Janssen, où étiez-vous le 15 octobre dernier? Ah, j'étais dans la région, ça c'est sûr. Je représente une marque hollandaise d'appareils électroménagers. Je peux vérifier dans mon agenda. S'il vous plaît, monsieur Janssen. Voyons. Le 15 octobre... Ah, j'étais à Arc-en-Barrois. Monsieur Janssen, connaissez-vous la jeune Marie Servant? Non, mais je ne comprends pas la question que vous me posez, commandant. Monsieur Janssen, votre voiture est bien un break de couleur blanche, n'est-ce pas? Oui.
Monsieur Janssen, vous arrive-t-il de vous servir d'une autre voiture? Commandant, quand ma voiture est tombée en panne l'année dernière, mon ami Hans Peters m'a prêté la sienne, une Renault 25 bleu marine. Vous ne vous êtes jamais servi d'une Renault 5 orange, monsieur? Oh, jamais, commandant, jamais. Je vous remercie, monsieur Janssen. Vous pouvez disposer. Veuillez, s'il vous plaît, revenir demain à 17h pour signer votre déposition. Le lendemain, à 17h, la jeune Marie Servant et le petit Nicolas, les amis de Nadia, sont là, accompagnés de leurs parents. Quand Mike Janssen entre dans mon bureau, il ne bronche pas, ni l'un ni l'autre ne le reconnaissent. Mike Janssen n'a donc apparemment rien à voir dans cette affaire. Mon enquête a débuté depuis 1 mois et le doute commence à gagner les esprits. À Saint-Martin, une autre déception nous attend. Ce n'est pas Nadia qu'on avait vu téléphoner de la poste. Toutes les personnes suspectées au début de l'enquête sont peu à peu mises hors de cause. Il en sera de même pour tous ceux qui ont été charitablement dénoncés, qui par un voisin, qui par un ennemi personnel. À Soulincourt, les investigations ne sont guère plus probantes. Aucune trace d'un étranger prénommé Michael et aucun des suspects interrogés ne peut sérieusement être inquiété. Le 25 novembre, 2 de mes hommes, qui questionnent inlassablement la population locale depuis le début de l'enquête, se présentent chez un couple d'Anglais. Quand on demande à ces braves touristes « Connaissez-vous un dénommé Michael ?», le couple répond affirmativement. En effet, à plusieurs reprises cet été, monsieur et madame Peabody, c'est leur nom, ont rencontré un certain Michael. Âgé d'une 30aine d'années, circulant à bord d'une Renault 5 orange, celui-ci avait planté sa tente dans un camping voisin. Il semblait fort bien connaître un certain Bruno Bellin, d'Armeville, un village proche de Soulincourt. Mais ils ne l'ont pas revu depuis plusieurs semaines. Dès le lendemain, je convoque tout le monde à mon bureau, les Peabody, Bruno Bellin et même le gardien du camping. D'après les témoins présents dans mon bureau, le dénommé Michael est âgé de 30 ans environ. Il est allemand ou hollandais et il parle plusieurs langues. Il a des cheveux ondulés, blonds, et il porte une moustache qui dissimule assez mal une petite cicatrice à la lèvre. Le gardien du camping, qu'on avait pourtant interrogé au début de l'enquête, retrouve soudain, par miracle, la mémoire. « C'est ça, un blond avec une moustache et un accent allemand. Il a séjourné au camping au début de l'été, puis il est parti. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il fréquentait un gars qui vendait des pizzas, un saisonnier qui venait de Bordeaux et qui s'appelait, attendez que je me souvienne, Gilbert Frey. » La description faite par les témoins correspond trait pour trait au signalement donné par le jeune Nicolas et Marie, l'ami de la petite victime, qui se souviennent en effet que sous la moustache de Michael, il y avait une cicatrice qu'ils avaient oublié de mentionner. C'est donc lui. Maintenant, nous devons le retrouver. Sa trace, nous la perdons au camping au début de l'été, mais nous pouvons peut-être la retrouver grâce à ce saisonnier qu'il fréquentait, ce Gilbert Frey, le Bordelais qui vendait des pizzas. Pour cela, je me rends à Bordeaux, où je retrouve facilement le marchand de pizza. Il se souvient parfaitement que Michael quittait le camping courant juillet pour se rendre avec sa R5 orange sur la côte d'Azur. Il en est revenu une semaine plus tard au volant d'un véhicule blanc-jean break avec des plaques d'immatriculation jaunes. De retour à Soulincourt, j'envoie tous les renseignements dont je dispose au service technique de rapprochement judiciaire au fort de Rosny, qui, quelques jours plus tard, me transmet l'identité et la photo d'un certain Michael Werner, né à Hambourg en 1960, ainsi qu'une fiche de renseignement. Une fois de plus, les services du colonel Coll ont fait un miracle. Interpol est saisi. Michael est localisé par la police allemande et arrêté le 13 décembre. Je me rends immédiatement sur place, accompagné du chef Beauvais, technicien des investigations criminelles, et du gendarme Pillet. Nous demandons à voir la voiture de Michael. C'est un break blanc de marque Volkswagen.
Le chef Beauvais examine l'intérieur du véhicule. Il en ressort rapidement. Il tient dans la main un morceau de fil électrique semblable à celui qui a servi à ligoter les mains de Nadia, et aussi une perle, une minuscule perle rose, comme celle que la jeune fille avait attachée dans ses cheveux à la manière des coiffures indiennes. Nous avons la preuve de la culpabilité de Michael. Il nie. Il a le culot de nier, et il parle en allemand, faisant semblant de ne pas comprendre ce que je lui dis. Je suis fou de colère, je l'avoue. Regardez-moi bien, Michael Werner. Je sais que vous comprenez parfaitement tout ce que je vous dis. Je sais que vous parlez français, puisque vous parliez français avec Nadia et Marie. Marie vous reconnaîtra. Elle n'est pas morte, elle. On a retrouvé dans votre voiture les preuves de votre culpabilité. Le fil électrique qui a servi à attacher Nadia, et aussi une perle qui était dans ses cheveux. Vous êtes coupable de viol et d'assassinat sur une enfant de 13 ans. Écoutez-moi bien, Michael Werner. Je resterai le temps qu'il faudra, mais je vous jure que vous avouerez. Je vous ai cherché. Je m'étais juré de vous retrouver. Alors maintenant, croyez-moi, je ne vous lâcherai pas. Et vous paierez pour Nadia. Michael Werner nie et me tient tête pendant quelques heures, mais je suis décidé à le faire avouer, et il le sent. Devant l'accumulation de faits et de preuves matérielles que je présente contre lui, le monstre finit par craquer. Peut-être aussi devant ma détermination. Le jugement aura lieu en Allemagne avant la fin de l'année. Je peux rentrer en France. Je ne ramène pas Nadia, hélas, mais quand je verrai ses parents, je pourrai leur dire que je suis allé au bout de mon enquête et que justice sera faite. Bonsoir.